Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. Une semaine après les déclarations du président tunisien Kais Saied, plusieurs centaines de ressortissants d'Afrique subsaharienne ont fait le choix de se faire rapatrier dans leur pays d'origine. Sur place, beaucoup vivent encore dans la peur. La mini-tournée africaine d'Emmanuel Macron s'est achevée samedi en République démocratique du Congo. Avant cela, le président français a fait une halte au Congo-Brazzaville où il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont notamment abordé le cas de la situation libyenne. Et enfin, clap de fin de la 28e édition du plus grand festival de cinéma africain, le FESPACO 2023. Et c'est finalement le Tunisien Youssef Chebbi qui a remporté l'étalon d'or pour son œuvre Ashkal. Le réalisateur tunisien devance deux femmes, la burkinabé Apolline Traoré pour Sira et la Kenyane Angela Wamai pour Shimoni. Et l'actualité du jour est donc marquée par ces départs de Tunisie de plusieurs centaines de ressortissants d'Afrique subsaharienne. Près de 300 Ivoiriens et Maliens ont commencé à être rapatriés depuis samedi. Un rapatriement pour échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes après le discours violent du président Kais Saied. Mathieu Nicolas. D'Abidjan à Bamako, ils sont des centaines de ressortissants subsahariens vivant en Tunisie à avoir été rapatriés dans leur pays d'origine. Face à la montée des hostilités à leur égard, certains ont fait le choix de quitter précipitamment la Tunisie, comme Abdoulrahman Doumbia, étudiant malien. Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici, ça fait 4 ans. C'est ma 4e année ici en Tunisie, je fais mon master. Mais j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. Samedi, la Côte d'Ivoire a donc affrété un avion avec à son bord 145 passagers. Une fois identifiés et recensés, les personnes recevront un pécule de 160 000 francs CFA pour leur permettre de rejoindre leur famille. Du côté du Mali, 135 ressortissants maliens sont arrivés à la même journée, à Bamako. Parce que les Tunisiens ne nous aiment pas. Donc on est obligé de quitter leur pays pour entrer dans notre pays. Donc quand nous, on rentre chez nous, on veut les retours, les Tunisiens qui sont chez nous aussi, ils rentrent dans leur pays. Donc ça sera égal. La cause de ce départ, le discours prononcé par Kais Saied. Dans une allocution télévisée, le président tunisien s'en prend violemment aux migrants d'origine d'Afrique subsaharienne, qualifiant leur présence en Tunisie de source de violence et de crimes. Des déclarations qui sont venues accentuer le climat de défiance vécu par beaucoup de ressortissants. Nous sommes des migrants légaux. Nous sommes tous des migrants légaux. Tu vois, on a subi beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, on a décidé de rentrer dans notre pays volontairement. On a décidé de rentrer dans notre pays. Donc on demande à votre président, avec beaucoup de respect, de penser à nos autres frères qui sont ici, de bien les traiter. Depuis ce discours, les subsahariens font état d'une recrudescence des agressions les visant. Mercredi dernier, c'est la Guinée qui a initié ces rapatriements avec un premier vol ramenant au pays une cinquantaine de Guinéens. Et les sentiments d'indignation suscités par le discours du président tunisien a poussé les autorités à annoncer dimanche des mesures en faveur des étudiants et migrants d'origine d'Afrique subsaharienne. Dans un premier temps, des cartes de séjour d'1 an seront délivrées, je cite, aux étudiants ressortissants de pays frères africains pour leur faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. Et déjà confronté à la polémique sur ces déclarations, le président tunisien est aussi contesté dans son pays. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche au centre de Tunis, la capitale, pour réclamer la remise en liberté de plus de 20 opposants au président Kais Saied, arrêtés ces dernières semaines dans un coup de filet inédit. On écoute Ezzedine Azghi, membre du Front de Salut National. Le putschiste n'a pas d'oreille, il n'écoute personne. C'est un putschiste dictateur qui n'a pas les moyens de sa dictature d'ailleurs et qui met les gens en prison parce qu'il craint la prison. Il ne sait pas que le militant ne craint pas la prison.
Et avant de se rendre en République démocratique du Congo et juste après avoir quitté l'Angola, le président français a fait une halte au Congo-Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso l'a reçu pour un entretien durant lequel de nombreux sujets ont été abordés comme le volet mémoriel, historique et culturel, mais aussi la situation libyenne. Souiles Bailly pour les détails. Pour cette visite express, Denis Sassou Nguesso a déployé les grands moyens. C'est en compagnie de tous ces ministres que le président de la République du Congo a accueilli son homologue français, Emmanuel Macron, à Brazzaville. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus au palais présidentiel où ils ont eu un tête-à-tête avant de tenir un point de presse pour évoquer les sujets abordés, parmi lesquels la question mémorielle unissant la France et le Congo-Brazzaville. Ici, il y a le mémorial savoyard de Brazza. Nous avons ramené ici à Brazzaville les restes mortels de Savoyards de Brazza, son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials savoyards de Brazza. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État affirment être revenus sur la situation actuelle en Libye. À cette occasion, Emmanuel Macron a loué l'engagement du président Denis Sassou Nguesso et de l'Union africaine depuis le début de la crise libyenne dans leur travail afin de la résoudre. Et nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers un processus électoral et accompagnant le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que nous soutenons. Cette visite de quelques heures a permis aux deux pays d'entamer des discussions afin de coopérer à l'avenir dans plusieurs domaines, tels que celui de l'agriculture. Le Congo et la France envisagent un partenariat sur le modèle de l'Angola ou du Cameroun. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée burundaise a déployé son premier contingent d'une trentaine de militaires à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Objectif, renforcer les rangs de la force régionale est-africaine créée pour combattre les groupes armés dans la région. Précision, Émeric Torroignan. À bord de cet avion de l'armée kenyane, une trentaine de soldats burundais. Ils ont atterri dimanche à l'aéroport de Goma pour renforcer l'effectif des forces est-africaines déployées depuis novembre dans la partie orientale de la RDC. Leur mission, selon l'accord de Luanda et de Nairobi, endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et démettre la centaine de groupes armés qui sévit dans l'est du pays. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 février, mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Cette trentaine de soldats devraient être rejoints dans la journée de ce lundi par une centaine d'hommes qui arrivent du Burundi par voie terrestre. Cet effectif burundais sera ensuite déployé au Nord Kivu pour renforcer la force régionale de l'EAC déjà présente sur le terrain depuis novembre dernier. L'objectif de leur déploiement est de stabiliser la zone et d'imposer le cessez-le-feu aux rebelles du M23. Si nous ne trouvons pas de solution politique ou diplomatique, parce que c'est la priorité, s'ils refusent de déposer les armes, alors nous n'aurons plus d'autre choix que d'utiliser la force. Mais depuis leur arrivée à Goma, les violences continuent sur le terrain et le M23 poursuit sa progression dans l'est de la RDC. Une situation que déplorent les habitants de Goma qui accusent la force régionale de l'EAC d'inaction face à la progression de la rébellion. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23.
La direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo à partir de mardi 7 mars à 12 h. À 24 heures de ce nouveau cessez-le-feu décidé le 17 février lors du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Abeba en Éthiopie, les troupes burundaises qui s'ajoutent au contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes devront faire respecter cette décision. D'autres contingents en provenance du Soudan du Sud et de l'Ouganda sont encore attendus sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire mis en place par l'EAC. 11 morts dans une embuscade au Burkina Faso, 4 djihadistes qui s'échappent d'une prison en Mauritanie et l'armée ukrainienne qui souhaite renforcer ses positions à Bakhmout. C'est le reste de l'actualité réalisé par Soulasbaï, Noendong et Ahmed Chigno. Au moins 11 personnes, dont des soldats burkinabés et des combattants volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans une localité dans le nord-ouest du pays. Le samedi 4 mars, un convoi de ravitaillement sur l'axe Silmadji-Gorgadji a été la cible d'une attaque et d'un engin explosif, tuant 6 civils. Une vingtaine de terroristes auraient été neutralisés dans la riposte dimanche. Le bilan provisoire de ces deux opérations fait état de dizaines de terroristes neutralisés. La région de la boucle du Mouhoun, dans le nord-ouest du Burkina Faso, est fréquemment attaquée par des groupes armés terroristes, alors que les autorités burkinabées multiplient les actions opérationnelles dans le but de reprendre le contrôle du territoire. En Mauritanie, 4 djihadistes se sont échappés dimanche soir d'une prison de la capitale Nouakchott après avoir agressé les gardiens. Cette évasion a entraîné un échange de tirs au cours duquel 2 membres de la garde nationale sont morts et 2 autres ont été légèrement blessés. 2 des fugitifs avaient été condamnés à mort et les 2 autres étaient en attente de jugement pour appartenance à une organisation terroriste. La garde nationale a renforcé son contrôle sur la prison et a immédiatement commencé à traquer les fugitifs afin de les arrêter au plus vite. La Mauritanie est frontalière du Mali, où une insurrection djihadiste a débuté en 2012 avant de s'étendre sur d'autres pays du Sahel. Il n'y a toutefois eu aucune attaque djihadiste en Mauritanie depuis 2011. L'armée ukrainienne a annoncé lundi son intention de renforcer ses positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est du pays, réfutant les spéculations sur un retrait face aux troupes russes qui tentent d'encercler cette ville symbole. Cette annonce intervient au moment où le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, s'est une nouvelle fois plaint d'un manque de munitions pour ses hommes, en première ligne dans cette bataille. La Russie cherche depuis l'été 2022 à conquérir Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine qui comptait environ 70 000 habitants avant l'invasion russe lancée il y a 1 an. Un mois après le séisme en Turquie qui a coûté la vie à plus de 52 000 personnes, difficile pour les habitants de reprendre le cours de leur vie normale. Le 6 février, un séisme de magnitude 7,8 dévaste le sud de la Turquie sur 20 000 km et une partie de la Syrie. Un mois jour pour jour après la catastrophe, les habitants regrettent que les aides qui leur sont envoyées ne soient pas distribuées équitablement et qu'il manque de bâches, de douches et de conteneurs pour vivre. Le président Erdogan s'est engagé à faire reconstruire 200 000 logements dans les mois à venir. En attendant, les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Écoutez. Mon mari allait à son travail. Je m'occupais de mon ménage et de mes animaux. J'avais l'habitude de traire mes animaux et de les envoyer à ceux qui voulaient les acheter. Maintenant, la vie s'est arrêtée. Nous ne pouvons plus rien faire. Ce que nous produisons n'est pas vendu. Personne n'achète. Personne ne consomme nos produits. La France se prépare à une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre la réforme des retraites. Une mobilisation que les syndicats espèrent massive. Plusieurs secteurs ont déjà débuté leurs actions. La SNCF et la RATP s'attendent à un trafic très perturbé. Le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Les syndicats vont-ils parvenir à mettre la France à l'arrêt comme ils l'ambitionnent ? C'est la question que tout le monde se pose à la veille de la 6e journée de mobilisation contre le projet de loi portant sur la réforme des retraites. Dès lundi, plusieurs secteurs ont d'ores et déjà débuté leur mouvement. C'est le cas dans le nord, à l'Esquin, près de Lille, où des chauffeurs routiers occupent un rond-point pour mener une opération de tractage et de barrage filtrant.
a démarré une journée plus tôt. C'est un coup de semonce, hein, on est gentil aujourd'hui, on distribue des tracts, on filtre, etc. Les actions futures sont certainement plus fortes si on n'a pas gain de cause auprès du gouvernement et qu'il n'entend pas les problèmes qu'on a. Le mouvement des routiers En Marche sera rejoint par celui des raffineries. La CGT a appelé à la grève reconductible avec pour objectif de bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement venait à durer, il pourrait entraîner la paralysie des raffineries. Résultat, des automobilistes se sont rués lundi dans les stations essence et ont fait le plein par peur de ne plus pouvoir se déplacer. J'ai pas le plein et que j'habite à 25 km en banlieue et que demain je vais venir travailler et là, toute la semaine, donc je ne veux pas prendre le risque d'être obligé de prendre les transports en commun qui seront un petit peu perturbés. Les personnels de l'éducation nationale devraient être eux aussi nombreux à faire grève mardi. Le premier syndicat du primaire estime à plus de 60% le taux d'enseignants du premier degré en grève. Pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars, l'intersyndicale compte également sur une forte perturbation des transports en commun. SNCF et RATP ont annoncé dimanche une circulation limitée des TGV et TER, idem pour le métro et le RER en Île-de-France. Cette 6e journée de mobilisation s'annonce largement suivie alors que le Sénat a entamé ce lundi le 5e jour d'examen de ce projet de loi controversé. Et avant ce mouvement contre la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a insisté sur le contexte actuel et notamment l'inflation. Pour lui, ce n'est pas le moment de paralyser le pays. On l'écoute. Moi, je fais la différence entre ceux qui contestent, ceux qui veulent contester et ceux qui veulent bloquer. Ceux qui veulent contester l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début du mouvement social et ça s'est, je dirais, passé dans le respect des Français, de la France, et les choses se sont passées de manière extrêmement organisée. D'abord, je redis qu'il y a eu de l'écoute, du changement de texte à plusieurs reprises et que nous avons su évoluer dans l'écoute des Français. Ceux qui veulent bloquer, certains, y compris des responsables politiques, disent qu'il faut tout bloquer dans la durée. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ni pour la France ni pour les Français. Parce que ceux qui veulent tout bloquer dans la durée ne peuvent pas ignorer qu'il peut y avoir un impact sur notre économie au moment où nous sommes le pays le plus attractif de l'Union européenne, au moment où nous faisons reculer le chômage. Nous ne souhaitons pas que les Français soient victimes, entre guillemets, d'un blocage dans la durée. Et vous le ressentez probablement au niveau de votre portefeuille, la hausse des prix des produits alimentaires a monté d'un cran. Pour tenter de faire face à la situation, le gouvernement a annoncé un trimestre anti-inflation, opération commerciale qui laisse une grande liberté aux grandes surfaces ainsi qu'un chèque alimentaire. Écoutez à ce propos Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Nous en avons parlé avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avec le ministre chargé des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Il y aura bien, pour les plus modestes, ceux qui ont les revenus les plus faibles, un chèque alimentaire. Ce chèque alimentaire se fera sur une base territoriale, sans doute le département, de façon à être au plus près des consommateurs et au plus près des producteurs agricoles également. Une expérimentation sera lancée dans les prochains mois. Le chèque alimentaire a été promis par le président de la République. Et nous avons l'habitude avec Olivia Grégoire, de mettre en œuvre les promesses du président de la République. C'est une attente forte des plus démunis, des plus modestes. C'est une attente forte aussi du monde agricole. Le chèque alimentaire sera donc mis en place sur une base locale et une expérimentation sera lancée par le ministre de l'Agriculture, le ministre chargé des Solidarités, dans les tout prochains mois. En France, toujours, la 3e édition des Journées d'échange Cameroun a eu lieu ce week-end à Paris. C'est au Palais du Luxembourg que les élus politiques et professionnels français originaires du Cameroun ont organisé 2 tables rondes sur les nouvelles formes de coopération entre le Cameroun et la France, mais notamment sur la question de la double nationalité française et camerounaise. L'événement a pour objectif la promotion et la défense des intérêts collectifs de la diaspora camerounaise et la solidarité entre eux. Écoutez l'un des intervenants, Arnaud Nchanga. Il est franco-camerounais adjoint de la mairie de Paris, chargé des affaires étrangères, ainsi que la réaction d'un participant. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat de coopération entre une ville comme Paris et une ville comme Douala ? Ça repose sur plusieurs objectifs très précis, puisque nous, on essaye vraiment de travailler sur des
sur des objectifs précis, que ce ne soit pas juste une signature de papier entre deux capitales. Ce sont des échanges de fonctionnaires. Il y a eu des fonctionnaires de la ville de Douala et de la ville de Paris qui sont allés dans les deux villes respectives pour pouvoir former un certain nombre de fonctionnaires aux enjeux qui sont ceux de la gestion d'une grande ville. Et puis, nous avons aussi aidé à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, notamment sur des problématiques liées à la gestion des déchets, évidemment, qui est un sujet très très important pour la ville de Douala. Sur la question de la nationalité, la double nationalité, c'est un serpent de mer, une arlésienne. Il est temps simplement que ce qui avait déjà été fait au Parlement camerounais avec des commissions, avec des propositions de résolution, que ce soit de Maître Mbiam ou de Joshua aussi du SDF, que nous puissions franchir le pas pour qu'un projet de loi modifiant la loi de 68 puisse permettre effectivement que ces réflexions qui sont très pertinentes aujourd'hui puissent avoir droit de cité. Et enfin, simplement que la diaspora joue pleinement son rôle et c'est une communion, une fédération d'énergie au niveau de la diaspora qu'il faut que nous appelons de nos voeux. Et coup de projecteur maintenant au Maroc et cette initiative du couscous à gogo grâce au CPI Lab qui permet aux producteurs de tester des recettes sur une ligne de production miniature. Reportage à suivre. De la porte du Sahara au nord du Maroc, des coopératives de femmes commencent à émerger pour produire et commercialiser un couscous artisanal de qualité. Grâce à l'aide du ministère canadien Affaires mondiales, l'Institut de formation de l'industrie meunière de Casablanca, l'IFIM, offre un nouvel outil destiné à tous les industriels et coopératives du secteur pour tester leurs produits avant de lancer leur production à grande échelle. C'est le CPI Lab, une ligne miniature de production industrielle. CPI Lab, qui est derrière moi, reprend exactement les mêmes équipements d'une ligne industrielle. Du coup, à travers notre système de supervision, on peut bien sûr faire nos essais et transposer tous les chiffres, tous les paramètres de nos recettes, ce qu'on appelle nous des recettes, et les introduire directement sur le poste de supervision d'une machine industrielle, bien sûr avec des ajustements. Pour les coopératives africaines qui travaillent artisanalement, la ligne miniature représente une chance d'innover en termes de mélange de céréales ou de légumineuses, mais aussi d'accélérer leur industrialisation, particulièrement à un moment où la tendance de consommation se détourne des produits en vrac au bénéfice des produits industrialisés. La plus-value essentielle de cette plateforme, et c'est tout l'enjeu, c'est de dupliquer ce qui est fait aujourd'hui d'une façon manuelle, traditionnelle, par les ménagères en Afrique. Donc, l'intérêt majeur de cette plateforme, c'est de pouvoir industrialiser une production qui est aujourd'hui artisanale. Avec un plus important, la possibilité d'adapter chaque recette à un type de consommateur différent en utilisant seulement 300 kg de matières premières au lieu de lancer le test sur toute la ligne industrielle, ce qui coûterait beaucoup plus cher. Essayer et innover, voilà bien la priorité que les dirigeants marocains du secteur voudraient encourager à un moment où le couscous aromatisé à forte valeur ajoutée remporte un succès croissant chez les consommateurs. Et une note de culture, avant de nous quitter, direction Ouagadougou. Samedi, le réalisateur tunisien Youssef Chebbi a obtenu dans la capitale burkinabé la plus haute récompense du FESPACO, le plus grand festival du cinéma africain, dont la 28e édition s'est tenue en dépit du contexte sécuritaire. Émeric Torroignan. Au nom du jury, nous avons le plaisir d'octroyer les talons d'or à ce travail qui sort de l'ordinaire, qui transcende les murs éventrés et les corps. Nous avons nommé Ashkel du Tunisien Youssef Chebbi. Pour décerner les talons d'or de Yenenga, le trophée le plus convoité du FESPACO, le plus grand festival de cinéma du continent, le jury n'a pas eu besoin de se tracasser. Sur la trentaine d'œuvres en compétition pour cette récompense suprême, Ashkel, l'enquête de Tunis du réalisateur tunisien Youssef Chebbi, a conquis le cœur de tous les membres du jury. On a discuté de tout et on n'est jamais passé au vote. J'avais droit à deux votes parce qu'en temps, jamais on a eu besoin de ça. On était tous d'accord et tout a été décidé à l'unanimité. Quand quelqu'un
L'autre lui expliquait s'il était pas... C'était formidable, c'est un jury formidable. Ashkal, le film lauréat de cette 28e édition du FESPACO, est une intrigue policière. Il se déroule dans les jardins de Carthage à Tunis, un quartier abandonné après la chute du président Ben Ali en 2011, où 2 policiers mènent une enquête sur de mystérieuses immolations. En l'absence de son réalisateur, son représentant a reçu des mains du président burkinabé Ibrahim Traoré le trophée tant convoité. Le réalisateur tunisien devance 2 femmes, la burkinabé Apolline Traoré pour Sira, qui reçoit les talons d'argent, et la Kenyane Angela Wamayi pour Shimoni, récompensée de l'étalon de bronze. Je suis très heureuse d'avoir au moins atteint l'argent. C'est vrai qu'on espérait tous avoir l'or, on ne l'a pas eu, mais ce n'est pas grave. On va continuer à se battre. Ça fait la 4e fois que je me bats avec la compétition. On aura une 5e fois, une 6e fois. Et la prochaine fois, même si ce n'est pas moi, on va ramener ce trophée à la maison. Le Tunisien Youssef Chebi, au-delà de l'étalon d'or, reçoit une récompense d'une valeur de 20 millions de francs CFA, soit environ 30 000 €. L'événement, qui a drainé pas moins de 20 000 spectateurs, s'est achevé samedi. La prochaine édition est prévue du 22 février au 1er mars 2025. Et c'est la fin de cette édition. Ne manquez pas celle de la mi-journée présentée demain par Laurent Leleu. Et en attendant, bonne suite de programme sur Télé Sud.